Le culte d'Isis a donc débuté à Philae dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, bien avant l'érection du temple que nous connaissons aujourd'hui, ce que confirme une autre découverte. Sous la dalle de la salle hypostyle, les ouvriers ont mis au jour les fondations d'un édifice primitif datant de la même période. De taille bien plus modeste, ce premier sanctuaire dédié à Isis est le temple d'Amasis, du nom du pharaon dont le règne débute en -571. Implanté sur une butte de granit, cet édifice étroit et longiligne adoptait déjà un axe nord-sud et était composé de 3 chambres en enfilade. Avec le kiosque de Psamétique II à l'ouest, la porte de Nectanebo Ier au sud et une première enceinte d'environ 250 mètres, voici à quoi ressemblait le plus ancien sanctuaire connu établi à Philae. Là, on a pu finalement démontrer vraiment l'existence et aussi l'apparence des temples plus anciens. Ce qui était une nouveauté imprévue. C'était donc une nouvelle perspective fascinante sur les origines du culte d'Isis sur l'île de Philae. Cette occupation primitive, antérieure à la dynastie des Ptolémées, offre un regard nouveau sur le surprenant alignement du temple avec ses pylônes et sa plateforme à colonnade. En effet, contrairement aux autres temples d'Égypte, l'axe qui les relie n'a rien de droit ni de symétrique. Il forme une courbe qui, aujourd'hui, prend tout son sens à la lueur des nouvelles découvertes. Cette courbure pourrait être le résultat d'une adaptation au site primitif bâti 3 siècles plus tôt. Sur la base de ce premier édifice voué au culte d'Isis, la dynastie des Ptolémées a entrepris d'implanter, au même endroit, un temple bien plus grand et bien plus majestueux que celui d'Amasis. Dès lors, pour pouvoir étendre le sanctuaire vers le sud et lui offrir une plateforme d'accès monumentale, les architectes de l'époque n'ont eu d'autre choix que de s'adapter à la courbure naturelle de l'île. Entre -306 et l'an 0, les édifices sortent de terre à un rythme effréné. Et la partie sud-ouest de l'île est progressivement élargie pour accueillir la grande cour bordée de colonnades. L'organisation générale du site, si particulière soit-elle, résulte donc d'une volonté de respecter l'emplacement originel du temple principal. Une raison de plus pour conserver cette implantation lors de la relocalisation du sanctuaire sur Agilkia au XXe siècle. Au début de l'année 1977, ce ne sont pas moins de 45 000 blocs qui ont été transportés vers l'aire de stockage de Chelal, à quelques kilomètres à l'est de Philae. Les pierres y sont alignées sur plusieurs hectares, regroupées temple par temple, selon la codification élaborée lors du démantèlement. C'était une grande bibliothèque. Alors, évidemment, on pouvait regarder chaque bloc de très près et les analyser dans le moindre détail, de façon qu'au moment du remontage, les blocs dont on ignorait la réelle provenance auraient été replacés à la place originaire d'où ils étaient tombés. Le 29 mars 1977, la reconstruction du site débute par la pose des 558 blocs portant les repères topographiques. Sur la base des multiples relevés à leur disposition, les bâtisseurs du XXe siècle vont alors réaliser des prouesses d'efficacité, réassemblant pas moins de 3300 blocs par mois en moyenne et jusqu'à 9000 à certaines périodes. En tout, ce sont 50 000 tonnes de grès qui doivent être réagencées. Bien qu'il s'agissait d'un énorme puzzle, tout semble s'être déroulé parfaitement. Étape par étape, chaque bâtiment de l'île de Philae a été reconstruit. C'est absolument incroyable si vous imaginez tout ce qu'ils ont eu à faire avec ces milliers de blocs en si peu de temps. Lors du réagencement de ce puzzle géant, 2 pierres vont faire l'objet d'une attention toute particulière. Situées sur le mur nord de la porte d'Adrien, elles arborent un graffiti d'une valeur inestimable. Nous avons ici le dernier texte hiéroglyphique de toute l'Égypte ancienne. Il représente un dieu appelé Mandoulis. C'est un dieu local nubien avec un corps d'humain qui porte la couronne d'Égypte. Et à côté, nous avons ce texte qui l'accompagne, gravé par un prêtre nommé Esmet Achom. On peut y lire que cet hommage à Mandoulis est gravé ici pour toujours et pour l'éternité.
Le graffiti d'Esmet à Rome nous renseigne également sur la date à laquelle il a été gravé, le 24 août de l'an 394. Pour les égyptologues du monde entier, il s'agit donc bel et bien de l'ultime inscription en hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, la dernière d'une langue qui avait survécu plus de 3500 ans. Ces temples sont donc très importants pour nous en tant qu'égyptologues, car ils représentent un véritable livre ouvert sur la civilisation, la langue et la culture de l'Égypte antique. Un témoignage très détaillé. Grâce au marquage des pierres et au relevé extrêmement précis des experts, la reconstruction du site s'est révélée d'une facilité déconcertante. En moins de 2 ans, l'impossible était fait. Tandis que l'ancienne île de Philae mise à nu était engloutie sous les eaux, le temple d'Isis et la dizaine d'édifices adjacents, vieux de plus de 2000 ans, vivaient une résurrection aussi attendue qu'inespérée sur Agilkia. Sauvé des eaux et réagencé tel qu'il était à la fin du XIXe siècle, le site de Philae est aujourd'hui incontournable pour les touristes du monde entier. Il reste également un terrain d'étude passionnant pour les spécialistes de l'Égypte antique. Le transfert des blocs nous a fait perdre tout le contexte archéologique, donc il ne pourra jamais plus y avoir de fouilles à Philae. C'est un site qui, de ce point de vue-là, est devenu stérile. En revanche, les textes continuent à nous apprendre des choses et leur étude se poursuit encore aujourd'hui. C'est à l'université de Leipzig, en Allemagne, que les textes de Philae sont aujourd'hui étudiés. Holger Köckelmann et sa collègue Silke ont pour objectif de publier l'ensemble des traductions des hiéroglyphes qui couvrent les temples. Pour ce faire, les 2 égyptologues effectuent un travail de translittération, convertissant les hiéroglyphes en un assemblage de consonnes avant de les traduire en allemand. Un travail colossal, dont la difficulté dépend de l'état de conservation des gravures. Il y a des textes qui sont détruits, où il manque des parties, les parties qui sont illisibles sur les murs, sur les photos. Et là, il faut trouver des parallèles pour avoir un contexte, pour ajouter les parties qui manquent. Mais aussi, si les qualités des hiéroglyphes sur les murs ne sont pas bonnes, là, on a vraiment des problèmes pour identifier les signes sur place. Une fois reconstitués, les hiéroglyphes endommagés peuvent être traduits. Encore faut-il savoir les interpréter. La langue hiéroglyphique est une langue vivante qui a connu plus de 3000 ans d'évolution. Le nombre de hiéroglyphes est ainsi passé de 800 signes à l'époque pharaonique à plusieurs milliers à l'époque ptolémaïque. Par conséquent, sa grammaire a elle aussi beaucoup évolué au fil des siècles. L'écriture hiéroglyphique est assez différente de notre langue écrite. Vous avez par exemple des signes qui représentent un objet ou un mot. Donc vous pouvez les lire en tant que mots. D'autres signes ne signifient qu'une consonne ou une série de consonnes. C'est donc une sorte de signe sonore avec lequel vous pouvez écrire des mots différents. Et puis enfin, vous avez une 3e catégorie de signes qui s'appelle les déterminatifs. Ils sont utilisés pour donner un indice sur la signification du mot. Donc c'est juste une question d'entraînement. Et ça finit par venir comme ça, normalement. À ce jour, à peine la moitié des hiéroglyphes de Philae ont été traduits. La plupart relatent les cultes et les cérémonies organisées en l'honneur des dieux et des déesses vénérés dans la région. La moitié de ces inscriptions reste néanmoins à découvrir. Les temples de Philae peuvent donc encore révéler quelques secrets sur les peuples de l'Égypte antique. Bien que cela ressemble à un musée à ciel ouvert, il reste encore beaucoup à découvrir. Donc il y a beaucoup de travail qui nous attend et nous essayerons de faire de notre mieux pour en faire le plus possible.